J'imagine que vous avez déjà entendu parler de nombreuses fuites de données, coucou Redfrom qui dernièrement a leaké, réalisées par des acteurs malveillants. La plupart du temps, plusieurs vulnérabilités sont utilisées à la chaîne pour du coup exploiter et obtenir les données tant convoitées, mais des fois, une simple injection suffit et elle permet d'accéder à l'ensemble de la base de données. Cette injection, c'est l'injection SQL et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui comme vous l'avez vu en intro, on aborde une vulnérabilité relativement connue, peut-être l'une même des plus connues en web, c'est l'injection SQL. Mais avant de parler d'injection SQL, il faut comprendre ce que c'est le langage SQL et aussi comprendre les architectures web, donc petite intro, let's go. Donc dans un premier temps, petit point sur le SQL, qu'est-ce que c'est le SQL ? SQL pour Structured Query Language, c'est un langage de programmation permettant d'interagir avec des bases de données relationnelles. Donc, il va permettre de stocker, de manipuler, de récupérer des données qui sont stockées de manière structurée. Les bases de données relationnelles, elles comprennent un ensemble de tables, et donc c'est ces dernières, les tables, qui vont permettre de stocker les données. Par exemple, pour mon site de blog, j'ai une base de données qui s'appelle Franso. Sur cette base de données, il y a plusieurs tables. Il y a par exemple une table qui s'appelle blog, avec un ensemble de champs, le champ titre, le champ image, le champ description. Et on a aussi une table commentaire avec un ensemble de champs, donc typiquement le nom de la personne qui a posté le commentaire, l'ID du commentaire et ce qui a été écrit dans le commentaire. Stocker les données, c'est bien, mais les consulter, c'est quand même un peu mieux. Il existe donc la requête select en SQL qui permet en fait de récupérer des informations tout simplement. Par exemple, le select all from utilisateur qu'on voit à l'écran, ça permet en fait de récupérer toute la table utilisateur. Bien sûr, pour affiner les selects, il existe beaucoup de choses comme des clauses, des opérateurs logiques, des fonctions d'agrégation, c'est ce qu'on va voir maintenant. Dans un premier temps, la clause where, assez simple, assez basique, qui est très utilisée, elle permet simplement d'ajouter des conditions spécifiques. Par exemple, select all from utilisateur where age est supérieur à 18. Bon, vous l'avez deviné, on obtiendra du coup en résultat les données de la table utilisateur qui ont plus de 18 ans. Assez logique. Ensuite, on a des opérateurs logiques qui permettent de combiner des conditions, comme on peut voir à l'écran ici. Select all from utilisateur where age est supérieur à 18, and ville equal Paris, or ville equal Marseille. Ici, on utilise and et OR qui permettent de combiner plusieurs conditions. On a aussi des fonctions d'agrégation comme sum, comme average, comme count, qui permettent simplement de calculer les valeurs à partir des données d'une table. Par exemple, select average de salaire from employé, on va juste sélectionner la moyenne des salaires qui vient de la table employé. Il y a aussi l'opérateur union, n'oubliez pas celui-là parce qu'il va être très important pour la suite. Il est utilisé pour combiner les résultats de deux requêtes select distinctes en une seule liste de résultats. Et il faut savoir que du coup les deux requêtes select distinctes doivent avoir le même nombre de colonnes pour que ça fonctionne, sinon c'est pas possible. Pour finir, il faut savoir que d'autres instructions existent, il n'y a pas seulement select, il y a par exemple update qui permet de mettre à jour une table, pour mettre à jour des données dans la table. Il y a aussi insert qui permet d'insérer des données. Il y a aussi delete qui permet tout simplement de supprimer les données. Maintenant que vous avez une bonne connaissance, petit point sur les architectures web. Donc la plupart des sites web, je pense que vous le savez, fonctionnent avec une base de données sur un serveur souvent tiers, ce qu'on appelle back-end. Donc on a le front-end et le back-end. C'est ce qu'on appelle une architecture à deux niveaux. Il existe aussi plusieurs sortes d'architectures autres, comme l'architecture à 3 niveaux, l'architecture à microservices ou encore l'architecture orientée service. On ne reviendra pas sur chaque architecture, mais l'important c'est de retenir que le site web il envoie des requêtes à la base de données afin d'échanger des informations, par exemple pour récupérer l'ensemble des commentaires sur une page de blog. Maintenant que la base elle est posée, on va directement passer au vif du sujet, l'injection SQL. Let's go. Alors en définition assez basique, l'injection SQL c'est une vulnérabilité web qui permet à un attaquant d'interférer avec les requêtes qu'une application web adresse à sa base de données. Donc cela permet à un attaquant, par exemple, d'afficher des données auxquelles il n'est pas normalement en mesure de récupérer. Ça peut inclure des données appartenant à d'autres utilisateurs ou d'autres données à laquelle l'application elle-même ne peut pas accéder. Dans de nombreux cas, un attaquant il va pouvoir supprimer et modifier ces données, provoquant du coup des modifications qui sont persistantes du contenu et ou du comportement de l'application. Alors la question que je pense vous poser, c'est comment ça fonctionne? Eh bien, on va faire un petit lab pour mieux comprendre. Hop, on se retrouve directement pour l'explication de comment fonctionne une SQL injection. Donc, je suis allé choper un petit lab que j'ai trouvé sur GitHub, très sympa de la part de OX Ninja, un français en plus, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous entraîner, le GitHub il sera en description, même s'il y a énormément de labs qui existent sur internet. Mais donc ici, ce que je voulais, c'était d'avoir le code source, puisque c'est super intéressant et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment ça fonctionne.
Donc on peut voir que sur cette page, on a un formulaire, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hop, on va cliquer sur Get Password. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la requête? Hop, on va envoyer ça. On peut voir que le paramètre du coup en post, donc si vous avez regardé la vidéo HTTP, vous savez ce que c'est, pas de souci. C'est ce qu'on a rentré ici. Et on peut voir que dans le code de la page, il va prendre $post de website, donc c'est bien le paramètre website, donc il va récupérer cette valeur-là. Qu'est-ce qu'il va en faire? Eh bien, il va faire un select all from level 1, donc la table level 1, where site equal $A. Pourquoi ici il y a une vulnérabilité? Parce qu'en fait, on ne sanitise pas, on n'utilise pas de requête préparée, on va directement utiliser du coup le $post de website dans la requête SQL. Donc qu'est-ce qui se passe si, ici du coup on met test, on va juste avoir un select all from level 1 where site equal test, mais si jamais on fait un paramètre un peu plus tricky, donc par exemple quote, or 1 equal 1, et du coup ici on va mettre des commentaires, c'est comme ça qu'on met des commentaires en SQL, ça va faire quoi? Ça va faire select all from level 1, where site equal, rien du tout, puisque du coup ici on a mis quelque chose qui est nul, on a du coup ajouté or 1 equal 1, donc ça c'est toujours vrai, et après on met les petits commentaires pour du coup échapper tout ça et qu'on ignore tout ça, enfin que la requête ignore tout ça. On va faire cette requête à la base de données, et on aura du coup la réponse. Qu'est-ce qui se passe si du coup on ajoute ce payload au site web? On va voir ça tout de suite. Hop, on peut le mettre là, on va l'URL encoder, voilà, CTRL U, send, et du coup qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a accès à toute la base de données, puisque du coup, on a fait or true, en fait, tout simplement en SQL. Du coup, pour SQL, il doit sélectionner tout ce qui vient de la base level 1, pas seulement where site equal du coup quelque chose, puisque ici on n'a rien du tout, mais du coup le site doit tout afficher, la requête doit tout afficher, donc c'est comme ça qu'on peut, sans problème, faire une injection SQL. Donc voilà, j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous, on va un petit peu avancer sur les Union-Based SQL Injection. Alors il faut savoir qu'il y a de nombreuses sortes d'injections SQL. Ici, on a vu une injection SQL assez basique. On va passer maintenant en revue les SQLI, donc injection SQL. Souvent je dirais SQLI, c'est un peu plus rapide. Les plus courantes dans cette vidéo. J'avais parlé de l'opérateur union en intro. Eh bien, on va commencer directement par une SQLI basée sur l'union. Donc c'est bien d'avoir une injection SQL basique, néanmoins un problème se pose. Le problème est le suivant, comment récupérer des données d'une autre table? Normalement vous devez comprendre un petit peu et potentiellement avoir la réponse. Tout simplement, on va utiliser l'opérateur union qui va du coup permettre de faire une injection SQL pour récupérer des données d'autres tables, puisque l'opérateur union permet de faire ça. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on procède? Pour qu'une requête union fonctionne, deux conditions essentielles doivent être remplies. Je l'ai dit auparavant. Premièrement, les requêtes individuelles doivent renvoyer le même nombre de données, c'est super important. Et deuxièmement, les types de données de chaque colonne doivent être compatibles entre les requêtes individuelles. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des différences de format, donc pas de int contre un string, ça ne marchera pas. Donc pour mener à bien une SQLI Union-Based, il faut déterminer combien de colonnes sont renvoyées par la requête d'origine, en utilisant une méthodologie par exemple d'error-based. Donc c'est-à-dire qu'on va soumettre une liste de union select et on va à chaque fois rajouter du coup une colonne jusqu'à avoir une réponse différente de la base de données. Ça voudra dire qu'on aura du coup atteint le nombre de colonnes de la première requête et donc que par la suite on pourra aller un peu plus loin. Bien sûr, il existe d'autres techniques pour faire ce genre de choses. Je vous ai juste mis une petite technique qui est assez facile à comprendre. Ensuite, deuxième partie pour mener à bien une SQLI Union-Based, c'est quelles colonnes renvoyées par la requête d'origine sont d'un type de données approprié pour contenir les résultats de la requête injectée. Alors, c'est un peu compliqué comme ça, mais tout simplement, on va tester colonne par colonne, quelle colonne va être compatible en fait avec le type de données que l'on a sur la première requête individuelle pour du coup faire passer notre deuxième requête individuelle. Ici, on voit à l'écran, on essaye du coup A sur chaque colonne, puisqu'on a auparavant déterminé le nombre de colonnes qui permettait de faire matcher notre injection SQL Union. Et donc on va faire ça jusqu'à avoir une erreur de la base de données comme tout à l'heure, et du coup là on aura notre SQLI Union-Based. Maintenant que la théorie est à peu près comprise, on va directement passer à la pratique. Hop, let's go, du coup on se retrouve pour le lab sur l'attaque Union-Based. Donc ici l'objectif c'est de trouver du coup les colonnes username et password pour se connecter en tant qu'administrateur. On est donc sur le lab, on peut directement se rendre compte qu'on peut trier et qu'on a du coup un paramètre catégorie qui est potentiellement injectable. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va intercepter la petite requête, on va hop quitter sur gift, ah ça c'est pas la bonne requête, voilà, on va balancer ça dans le repeater et du coup on va tranquillement faire une petite union base parce qu'on sait que c'est comme ça. Enfin, c'est le titre du lab, donc c'est plutôt simple en tout cas de savoir le type d'attaque à utiliser. Donc union select,
Et ici, du coup, on doit déterminer le nombre de colonnes. Donc on va commencer avec un premier nul. On n'oublie pas du coup de mettre tout ce qui suit en commentaire pour l'ignorer. Ici, on peut voir qu'on a du coup une erreur. On va du coup en rajouter un, voir jusqu'où on va pour justement avoir un 200. Donc là, du coup, la première requête, la première requête individuelle, a 2 colonnes puisqu'on a 2 nuls. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer quel type de données on a pour quelle colonne. Donc si on a des int, des varchars, etc. Donc ici, on va commencer par la première. On a un 200, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a dans la première requête individuelle déjà un varchar. Et pour la seconde, est-ce qu'on a aussi un varchar? Ok. Donc du coup, on peut se dire qu'on a du coup 2 varchars dans la première. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est potentiellement récupérer de la table utilisateur, parce que souvent c'est une table user, le username et le password. Donc on va juste déjà essayer avec username, et ici, hop, from plus users, et on va voir ce que ça donne. Ok, on peut render ça. Normalement, on aura la réponse quelque part dans la page. On a username ici, on a ok. Petit problème parce que j'ai mis entre côtes, donc forcément ça marche moins bien. Hop, donc si on fait username, on voit bien qu'il y a Carlos et administrateur. Donc on peut ajouter potentiellement aussi un champ password parce que généralement les bases de données, elles ont password et username, donc on va faire ça tranquillou. On a un petit internal error parce que j'ai oublié un plus d'URL encodé. Voilà, et du coup ici, on a donc administrateur, winner, Carlos, et chacun avec leur mot de passe. Donc on peut le récupérer tranquillement juste ici, si on tape administrateur. Normalement, on aura du coup, hop, administrateur, on va copier-coller le mot de passe, on va se rendre sur le lab, my account. Ah oui, je suis en proxy intercept, on va enlever ça. On va, hop, administrateur, et CTRL-V. Et on est bien connecté en tant qu'administrateur, donc le lab est solve, super nickel. Ensuite, on va passer à une autre injection SQL, c'est les injections SQL à l'aveugle ou blind SQLi. Elles sont assez courantes puisque on a rarement des résultats dans la réponse HTTP de notre requête SQL, et donc la plupart du temps, on va utiliser des blind SQLi. Dans ce genre de contexte, il y a plusieurs solutions qui vont exister pour continuer du coup à exploiter une injection SQL. Je vais pas revenir sur toutes les blind SQLi, les méthodes d'injection SQL blind à l'aveugle, mais on va en passer quelques-unes en revue. Let's go! Dans un premier temps, on a la blind SQLi time-based, donc basée sur le temps de réponse. Tout simplement, tout est dans le titre. On va utiliser des techniques de temporisation pour provoquer des délais significatifs dans la réponse de l'application. Donc par exemple, en utilisant des instructions SQL telles que wait for delay ou des fonctions de temporisation spécifiques à la base de données. Du coup, si on a notre injection SQL qui fonctionne, ça voudra dire qu'on va avoir du coup un temps de réponse qui va être beaucoup plus élevé que la normale. Donc là, c'est-à-dire que c'est OK, on a un bon payload. Aussi, en fonction du temps de réponse, il est possible de brute forcer les colonnes et tables. Alors brute forcer, c'est juste faire à la force brute. Par exemple, la requête suivante, à l'écran, on essaye de brute force le nom de la base de données. On commence par A%. Et on va du coup faire toutes les lettres de l'alphabet une par une jusqu'à avoir un temps de réponse plus élevé que les autres lettres de l'alphabet. Et du coup, ça voudra dire qu'en fait, la table commencera par la lettre où il y aura le plus grand temps de réponse, et on pourra passer à la deuxième lettre, et ainsi de suite. Alors bien sûr, vous devez vous dire que c'est un petit peu fastidieux et un petit peu long, mais de nombreux outils font ça pour les pentesters, il n'y a pas à faire ça à la main, et donc heureusement. Et donc grâce à ça, on peut déterminer le nom d'une table, le nom des colonnes, et ainsi dumper, donc extraire une base de données. Bon, bien sûr, c'est un peu plus long qu'une méthode classique, mais c'est tout à fait viable. Les injections SQL basées sur des erreurs conditionnelles sont plus simples à comprendre. On va directement prendre un exemple avec une application web qui utilise les cookies, comme toutes les applications web actuellement. Mais cette application web, elle l'utilise pour faire une requête SQL qu'on peut voir à l'écran. Donc à l'écran, normalement, vous devez vous dire qu'il y a potentiellement une injection SQL. Le problème étant, c'est qu'on n'a pas de retour de résultat de la requête SQL dans la réponse HTTP. Donc on va encore avoir une blind SQLi à faire. Ici, comment on va se débrouiller? Eh bien tout simplement, lorsque l'utilisateur, donc que la requête SQL est true, donc vrai, on va avoir un message bienvenue sur la page du site web tout simplement. Donc ce comportement, il est suffisant pour pouvoir exploiter une blind SQL basée sur des conditions, puisque si jamais on a un payload qui va fonctionner, on aura notre message bienvenue sur la page, et si notre payload ne passe pas, donc renvoie false, on n'aura pas ce message sur la page. Donc ça suffit tout simplement à pouvoir
avoir une injection SQL. Par exemple, on prend les deux payloads ici. Le premier payload, vu qu'on a end 1 equal 1, il va renvoyer vrai, true. Donc on aura bien le message bienvenue sur la page, sans réponse HTTP, mais du coup on a une réponse autre avec une condition. Alors que le second payload qui fait end1 equal 2 va renvoyer false, donc faux, et on n'aura pas le message de bienvenue. Ainsi, de la même manière que le time-based, on peut brute force en fait les tables ou les mots de passe, etc. au fur et à mesure, comme on peut le voir à l'écran, et toujours se baser du coup sur la réponse que l'on a, mais pas sur le résultat de la requête SQL, mais en fait de ce qui va conditionner cette requête, donc ici le message bienvenue sur le site web. Ensuite, on a les SQLi out of band, parce qu'en fait, si on ne récupère pas de résultats du serveur directement, pourquoi pas s'envoyer en fait les résultats sur un serveur que l'on contrôle. C'est l'objectif du coup de la out of band SQL injection, bien sûr en blind. Ici donc vous prenez à l'écran le payload, on exfiltre en fait les données de la table user ou username du coup et administrateur vers un nom de domaine, donc ici c'est un collaborateur parce que c'est avec Burp Suite, mais ça peut être aussi un nom de domaine de l'attaquant. Privilégiez toujours le DNS parce qu'il y a des petits problèmes des fois avec les IP. Donc voilà pour le petit exemple d'out of band assez simple à comprendre. Maintenant, on sort des injections SQL à l'aveugle, on passe sur un autre genre d'injection SQL, c'est les injections SQL de second ordre. Alors pour l'instant, on a vu juste des SQLi de premier ordre, puisqu'en fait l'application prend l'entrée de l'utilisateur à partir du coup d'une requête HTTP, et au cours du traitement de cette demande, incorpore l'entrée dans une requête SQL de manière du coup non sécurisée, et on obtient le résultat dans la réponse HTTP. La SQLi de second ordre, elle est un petit peu différente. Je me suis dit que j'allais prendre un petit schéma pour vous l'expliquer. Donc ici, on va directement injecter un payload, on peut le voir ici, on va créer un compte avec le nom d'utilisateur bad guy, mais encore une fois, petit quote, point virgule, et on va mettre du coup notre payload SQL, donc ici on met à jour user, et on met le password letmein, où l'utilisateur est administrateur, et ensuite vous connaissez double tiret pour faire un commentaire et pour ignorer le reste. Une fois qu'on va mettre ça en place, en fait, on va stocker cette requête dans notre nom d'utilisateur, mais ça va pas directement être exploitable, puisque là en fait ça va juste être stocké temporairement dans la table user, donc pas de souci. Le problème, il va arriver lorsqu'on va aller sur notre profil, et bien du coup le site web va faire un select all from user option where user equal bad guy, et du coup ici on va avoir notre payload qui va être exécuté, puisqu'on va avoir le update user, etc. Et donc si ce payload il est exécuté, alors on pourra se connecter en tant qu'administrateur avec le mot de passe letmein. Donc je pense que vous comprenez un petit peu la différence entre l'injection SQL de premier ordre qui est directe et l'injection SQL de second ordre qui est indirecte, puisque en fait là on passe par une étape temporaire, par une étape intermédiaire. C'est tout là du coup l'intérêt. Donc c'est un peu plus long, mais des fois c'est tout à fait possible de faire une injection SQL de second ordre, puisqu'en fait on va réussir à bypass la sécurité du premier ordre en fait. Et généralement, les développeurs font complètement confiance à ce qui se passe une fois que le payload a passé le premier ordre. Les développeurs sont sûrs que la requête est bien sécurisée et donc ils font plus aucun check par la suite. Donc on peut sans problème avoir une injection SQL en essayant bien sûr de bypass le premier ordre. J'espère que vous avez compris. Maintenant qu'on a vu du coup les différents types d'injection SQL, on va passer aux impacts, même si je pense qu'au travers des labs, vous avez pu voir un petit peu plusieurs exemples. Premièrement, on a l'accès non autorisé aux données, bien sûr, puisque on peut contourner des mécanismes d'authentification avec l'injection SQL, on peut avoir accès à des données sensibles, à des données où, normalement où on n'a pas accès, on peut du coup extraire ou dumper une base de données qui contient des hash de mots de passe, des données financières, etc. etc. Donc c'est assez effrayant, et en plus de pouvoir dumper, donc extraire tout ça, on peut aussi potentiellement manipuler des données, donc ajouter, supprimer, changer le mot de passe d'un administrateur typiquement pour qu'on puisse nous se connecter en tant qu'admin. Donc tout ça, ça va complètement altérer la base de données et ça va créer des problèmes fonctionnels au sein de l'application. On a aussi l'exécution de commandes qui est possible, puisqu'en fait dans certains cas, les attaquants peuvent exploiter les injections SQL pour exécuter des commandes système sur le serveur qui héberge du coup l'application web sans problème, ce qui permet du coup derrière d'aller un peu plus loin, de pouvoir pivoter et d'avoir accès non pas seulement à la base de données mais au serveur qui héberge la base de données, et du coup pouvoir aller encore plus loin pour compromettre le système d'information initial. Bien sûr, on va aussi avoir une dégradation des performances, puisque les injections SQL c'est assez gourmand en ressources, donc si un attaquant commence à envoyer beaucoup de payload, ça va directement détériorer l'état du serveur, donc c'est un petit peu problématique. Et enfin, un point assez intéressant à aborder, c'est la réputation et la confiance qui sont endommagées, puisque beaucoup d'entreprises se font des fois dumper et extraire complètement leur base de données. Il y a un gros leak qui tombe sur le deep web, mais au-delà du fait qu'ils peuvent du coup derrière remonter leur base
base de données avec des sauvegardes, avec des backups. Donc en soi, on va dire l'aspect fonctionnel n'est pas si grave. Le problème, c'est aussi au niveau de la réputation et de la confiance, puisque du coup, les clients qui font confiance à cette solution, à cette application web, s'il se fait compromettre, ça va être vraiment compliqué de regagner une confiance qui a été perdue suite à une attaque, parce que une injection SQL, ça peut faire très très mal, et on l'a vu au cours des labs, c'est un aspect très intéressant à aborder lorsque l'on se fait attaquer, l'aspect vraiment confiance et réputation. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que des mauvaises choses, heureusement, il y a des remédiations qui sont possibles. Premièrement, utilisez les requêtes préparées ou des paramètres liés fournis par votre langage de programmation et votre framework. De nos jours, on a quand même beaucoup de frameworks qui sont utilisés et qui permettent de séparer le code SQL des données d'entrée utilisateur, ce qui réduit vraiment énormément le risque d'injection SQL. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quasiment plus d'excuses pour avoir une injection SQL dans les applications web, même s'il y en a encore de nos jours. Une remédiation qui s'applique à énormément de choses, mais ici aussi à l'injection SQL, on en avait parlé pendant la vidéo sur les XSS, c'est assurez-vous de valider et de filtrer rigoureusement toutes les entrées utilisateurs. En fait, le point d'entrée des attaquants, c'est où on va pouvoir mettre de la donnée pour essayer justement de pouvoir modifier des comportements serveurs et donc assurez-vous tout le temps de valider, de filtrer, de faire de la sanitisation, de faire tout ce genre de choses pour limiter les caractères spéciaux, filtrer les entrées potentiellement dangereuses, etc. pour vraiment limiter les injections SQL. Ensuite, on a l'aspect du principe du moindre privilège, accorder vraiment uniquement les privilèges nécessaires au compte d'accès à la base de données de l'application. Comme ça, on évite en fait d'utiliser des comptes ayant des privilèges élevés, tels que les privilèges d'administration, pour l'accès à la base de données, parce que si jamais l'application web justement a ses droits administrateurs et qu'un attaquant arrive à avoir une injection SQL, il aura directement les droits administrateurs sur la base de données, ce qui peut être très problématique. Et c'est vraiment toujours d'appliquer ce principe du moindre privilège, aussi bien aux injections SQL que dans tous les aspects en fait d'un système d'information. Ensuite, on a le principe de défense en profondeur, je pense que ça vous parle, mais en plus de protéger les applications web, assurez-vous toujours également de sécuriser l'infrastructure qui est sous-jacente, donc mettre à jour les serveurs qui hébergent les bases de données, mettre à jour les versions des bases de données, appliquer les mises à jour sur les firewalls, filtrer les connexions externes, etc. pour vraiment compliquer la tâche à un attaquant, mettre plusieurs couches en fait. C'est vraiment le principe de défense en profondeur, c'est mettre vraiment un ensemble de couches qui vont vraiment rendre la vie dure à un attaquant. Il va vraiment se dire, oh ouais, ok, j'ai déjà passé une étape, qu'est-ce que j'ai après? J'ai encore ça à bypass, oh, c'est impossible. Et du coup, il va complètement se décourager. Donc vraiment, c'est super important de mettre ça en place. Ensuite, deux dernières choses, on a les tests de sécurité réguliers. C'est vrai que maintenant, on a quand même des outils qui permettent d'auditer automatiquement les injections SQL. Ça permet vraiment de réduire grandement les risques, puisque de nos jours, on a quand même principalement des bots qui vont scanner toute la journée l'internet mondial pour trouver des vulnérabilités d'injection SQL et derrière utiliser des payloads assez basiques pour les exploiter. Donc si de votre côté, avant de passer en prod, vous mettez en place ce genre de test de sécurité régulier avec un outil, c'est quand même mieux d'avoir des compétences, mais un outil déjà c'est déjà pas mal pour justement un petit peu dégrossir, et bien c'est déjà une très bonne chose et vraiment je vous conseille de le faire. Enfin, on a la sensibilisation et la formation des développeurs. Je pense que c'est vraiment l'un des aspects les plus importants, puisque encore aujourd'hui, on a des développeurs qui ne sont pas forcément très sensibilisés à la sécurité web et qui développent pourtant toute la journée du back-end, du front-end. Et donc, il faut vraiment former ces développeurs au risque de cybersécurité, aux injections SQL, aux XSS, au XXE, ce genre de choses pour vraiment limiter les risques. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un petit pouce vert. Un petit pouce vert, je suis en 2012, un petit pouce bleu bien sûr. C'était François, à la prochaine. Ciao ciao.